Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. Je suis encore une fois accompagné d'Aurélien Attard. Mon cher Aurélien, comment vas-tu ? Bonjour Clément, je vais très bien. Et toi, comment te portes-tu ? Eh bien écoute, je vais à merveille puisqu'aujourd'hui c'est l'heure des awards de la saison 2018 de Formule 1. On va revenir sur les moments marquants de la saison. On va attribuer des awards aux pilotes, aux écuries, aux grands prix et à d'autres petites histoires de la saison. Et commençons tout de suite dans le vif du sujet si tu le veux bien très cher. Par les voitures en elles-mêmes, les livrées des voitures. Quelles ont été pour toi les livrées les plus hideuses ? Donne-moi tes 3 nominés et donnons tout de suite le vainqueur après. Alors tu parles des livrées hideuses, ça a été assez difficile de faire une shortlist, étant donné que je considère, malgré le halo, que je considère les monoplaces de 2018 comme étant magnifiques, peut-être même les plus belles de la décennie. Alors on s'est un petit peu penché sur la question, et les nominés pour la catégorie livrée hideuse sont Mercedes, Force India et Renault. Et le vainqueur est Force India, mesdames et messieurs, un plébiscite d'ailleurs, on peut applaudir. Pour expliquer un petit peu notre raisonnement au Force India, qui avait pondu une très belle livrée l'année dernière, toute de rose vêtue, grâce à leur sponsor BWT. Mais bon, cette saison, ils ont tenté un petit peu de casser les codes en rajoutant du blanc, puis une autre teinte de rose, en gardant la teinte de rose de 2017. Enfin bon, c'était un peu dégueulasse, on peut le dire. C'était dégueulasse, et donc du coup, il mérite amplement cet award. Tout à fait. Un award de la voiture qui pique, on peut le dire. On aurait pu le donner à Mercedes qui ne fait aucun effort depuis 5 ans. Mais le coup d'essai raté de Force India valait le coup. Donc la livrée la plus hideuse revient à Force India. Passons tout de suite à la meilleure livrée. 3 nominés, bien évidemment, assez évidents. McLaren avec sa livrée orange papaye, chère à Bruce McLaren à l'époque. La livrée Sauber en partenariat avec Alfa Romeo. Une sublime livrée blanche et rouge. Sauber nous avait fait déjà une très belle livrée l'an dernier, là cette année c'était encore meilleur. Et la fameuse livrée Toro Rosso qui arrive depuis 2 ans, magnifique, bleu, je ne sais pas comment on pourrait dire, bleu acier, enfin c'est très très beau. Et le vainqueur est bien évidemment Toro Rosso, très cher, c'était évident. Oui, Puisque cette audace, avant on avait des livrées qui étaient des copier-coller plus sombres de Red Bull. Là, depuis 2 ans, Toro Rosso nous sort une vraie belle livrée, des voitures identifiables et qu'on a envie d'aimer. Merci à Toro Rosso, et on espère que plus d'écuries auront cette audace plus tard. On voit de plus en plus de couleurs, des fois c'est raté, mais quand c'est réussi, c'est très beau. exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Passons à la catégorie suivante, si tu le veux bien. Et bien la catégorie suivante, c'est, on va passer aux pilotes désormais, et aux pires pilotes du vendredi. Peux-tu nous présenter les 3 nominés, les 3 pires pilotes du vendredi, très cher ? Alors parmi les nominés, nous trouvons Artem Markelov, qui a disputé une séance d'essai avec Renault lors du Grand Prix de Russie. Nous trouvons également Nicolas Latifi, pour le compte de Force India. Le Canadien avait participé à son Grand Prix national et à d'autres courses. Et enfin, Sean Gelael, pilote indonésien parfaitement méconnu, qui évolue en Formule 2 et qui a disputé quelques séances pour le compte de Toro Rosso. Et le vainqueur dans cette catégorie est Sean Gelael. Voilà, Sean Gelael, au final, on ne sait pas ce qu'il fout là, que ce soit en F1 ou en Formule 2. Le type est nulle part. Il est là, bien sûr, grâce à son père, qui est propriétaire de nombreux KFC, il me semble-t-il, et je ne rigole absolument Tout à pas fait. quand je dis ça, en Indonésie. Bien sûr, on espère que Gelael sera de la partie en 2019 pour qu'il puisse défendre son titre de pire pilote du vendredi. Exactement, on pourra rajouter pour montrer à quel point il a été formidable cette saison qu'il a disputé la saison de F2 avec Prema, c'est-à-dire une écurie 8 fois championne en titre en F3 et 2 fois championne en F2. Il a terminé 15e. Donc c'est une belle performance, on peut l'applaudir. Voilà, c'était suffisamment marquant pour le dire. Que fait Sean Gelael en F1 ? On ne sait pas, mais on rigole bien. Passons désormais au meilleur overtaker, au meilleur dépasseur de la F1. Nous avons nominé 3 pilotes, encore une fois, les 2 Red Bull Boys, Ricciardo et Verstappen, ainsi que Valtteri Bottas.
Et le choix a été très dur entre les trois, il faut le dire, très cher, puisque Bottas, malgré sa saison fantomatique au niveau des victoires, nous a donné quelques beaux dépassements. Mais le vainqueur est bien évidemment Max Verstappen pour la quantité de beaux dépassements qu'il nous a montré, pour l'audace qu'il a eue. Enfin, Max Verstappen dans toute sa splendeur. Oui, oui, un choix assez facile, même si bon, Ricciardo a produit quelques beaux dépassements cette année, et d'ailleurs on y reviendra tout à l'heure. Oui, Verstappen, voilà, il y a pas photo, le type s'est dépassé. Tout à fait. A contrario de ces pilotes qui nous ont éblouis par leur talent, passons désormais, mon cher, à la catégorie du pilote fantôme. Peux-tu nous le présenter? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, par pilote fantôme, hein, nous entendons un pilote qui n'a rien branlé de l'année, hein, que la FOM n'a même pas daigné filmer. Donc, parmi les nominés, nous trouvons bien évidemment les Williams Boys, Lance Stroll et Sergei Sirotkin, et Brandon Hartley pour le compte de Toro Rosso. Et le vainqueur est Sergei Sirotkin, le pilote russe qui termine ce championnat 2018 à la 20e et dernière place avec un seul point. Sirotkin, même quand il abandonnait, on ne le voyait pas, donc award entièrement mérité. Tout à fait, award très mérité pour Sergei Sirotkin qu'on retrouve tout de suite dans la catégorie suivante, celle du meilleur rookie. Là c'est facile, il n'y avait que 4 rookies cette saison. Charles Leclerc chez Sauber, Sergei Sirotkin chez Williams et les deux pilotes Toro Rosso qu'on a comptés comme rookies puisque c'était leurs deux premières que c'était leur première saison complète, Pierre Gasly et Brandon Hartley. Et parmi ces 4 garçons, le vainqueur est Charles Leclerc, bien évidemment. Si Pierre Gasly nous a éblouis pendant le Grand Prix de Bahreïn, Charles Leclerc nous a illuminé toute la saison et retrouvera Ferrari l'an prochain en tant que pilote titulaire. On ne pouvait pas passer à côté. C'est bien évidemment lui, le meilleur rookie, très cher. Oui, tout à fait. Il n'y a même pas photo, hein. Passons tout de suite, si tu le veux bien, à la catégorie suivante, celle du meilleur fou du volant, pour reprendre ce dessin animé cher à notre enfance. Peux-tu nous présenter les nominés et le vainqueur? Tout à fait. Alors parmi les nominés, nous trouvons des valeurs sûres, à savoir Romain Grosjean, à fierté française, et Kevin Magnussen, à fierté danoise. Et enfin Esteban Ocon, qui a prouvé à ses détracteurs qu'il pouvait à la fois bien piloter et mal piloter lors de la même saison. Et le vainqueur est Kevin Magnussen. Magnussen qui, depuis qu'il est en Formule 1 en 2014, nous prouve que lorsqu'il s'installe dans le cockpit de sa monoplace, eh bien, les connexions dans le cerveau se défont et c'est un véritable scandale en piste. Voilà, exactement. Et malgré ça, il a continué de nous illuminer toute la saison. Donc chapeau Kevin, continue comme ça, on t'aime. Passons tout de suite à la meilleure progression pilote. On avait parlé la dernière fois des meilleurs pilotes, parlons de ceux qui sont partis du bas pour arriver tout en haut, si vous me voulez bien l'expression. Nous avons encore une fois retenu 3 pilotes. Nico Hülkenberg, qui l'année dernière était un peu moins dedans, qu'on a vu un peu en retrait et qui cette saison a fait une très bonne saison. C'est le meilleur des autres, c'est le 7e pilote au classement. Kevin Magnussen, qui malgré son statut de meilleur fou du volant de la saison, est quand même nominé dans cette catégorie puisqu'il a fait un gros bond en avant au niveau des points. Et enfin Max Verstappen, qui a mal débuté la saison et finalement s'est retrouvé avec 2 victoires à la fin, donc une belle progression. Et nous avons décidé à l'unanimité de nous deux de donner ce trophée à Max Verstappen, tout simplement parce que parmi les 3 pilotes, c'est celui qui s'est repris en pleine saison, c'est-à-dire que sa progression a été visible durant la saison. On avait beaucoup de peur pour Max après les premiers Grands Prix et finalement il est au top. Donc on ne pouvait pas le donner à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Passons désormais à la catégorie meilleure progression équipe. Tout à fait. Alors là, nous avons McLaren, qui sans le moteur Honda s'est bien débrouillé, Renault et Sauber. Et le vainqueur est Sauber. Une petite surprise de ces awards. Sauber qui remporte dans la catégorie meilleure progression, l'award. Sauber qui a fait une saison 2017 catastrophique. Il faut dire que l'équipe n'avait pas le meilleur matériel et de loin le meilleur moteur. Et puis cette saison, avec un leader compétent en la personne de Frédéric Vasseur, des pilotes compétents et un moteur qui tient la route, et bien Sauber nous a prouvé qu'avec pas grand-chose, on est capable de faire de grandes choses.
Tout à fait, c'est la belle histoire de la saison. Nous en avons fini pour les trophées un peu individuels par rapport aux équipes, par rapport aux pilotes. On va désormais passer aux événements qui se sont déroulés pendant les Grands Prix. Et en premier lieu, le meilleur dépassement de la saison. Alors, on va vous les présenter tour à tour il faut vous les décrire là. Ça a été des événements marquants. Premier dépassement, très cher, je te laisserai faire la suite. Bottas contre Brendan Hartley dans le raidillon de l'eau rouge en Belgique. Côte à côte, Bottas dépasse par l'extérieur Brendan Hartley. Un dépassement de bonhomme où il faut du courage, du cran avec deux pilotes qui se respectent et qui permettent tous les deux que ce dépassement se fasse en bonne et due forme. Nous embrassons au passage Sainz et Grosjean qui n'ont pas fait pareil en Grande-Bretagne et donc ça nous donne un magnifique dépassement. Peux-tu nous décrire la suite, celui de Leclerc et Magnussen? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense intégrer ces dépassements lors de cette vidéo si la FOM me le permet. J'embrasse la FOM en passant. Alors Leclerc versus Magnussen en Russie, c'était dans le troisième virage, vous savez, ce long gauche qui n'en finit plus, et Leclerc qui déborde à l'extérieur de Magnussen, donc loin de la trajectoire idéale, et pourtant Leclerc parvient à se taper Magnussen, c'est vraiment magnifique. Leclerc a beau être un rookie, il a des cojones, on peut le dire, et en Russie, il les a posés sur la table. Exactement. Et le troisième dépassement, c'est celui de Ricciardo sur Bottas en Chine. Ricciardo qui nous a fait son move spécial, c'est-à-dire il se décale au dernier moment, il freine quasiment pas, il ne bloque pourtant pas les roues et freine fort sur la fin. C'est d'une maîtrise parfaite. Il surprend totalement Bottas qui pourtant le voit venir et ferme légèrement la porte, mais se fait avoir au dernier moment. Donc pour ça, il était forcément nominé dans les trois. Et peux-tu nous donner, très cher, le vainqueur? Alors ça a été très difficile de déterminer un vainqueur. Et le vainqueur dans la catégorie meilleur dépassement est Daniel Ricciardo sur son dépassement en Chine sur Valtteri Bottas. Tout à fait, tout à fait. Excellent dépassement et une marque de fabrique de Daniel qui était d'ailleurs nominé dans les meilleurs dépasseurs de l'année. Passons désormais à la pire bourde de l'année, ou la meilleure bourde, c'est selon les points de vue. Nous avons donc de nominés Sébastien Vettel pour son crash en Allemagne qui sous la pluie, qui restera un moment marquant de la saison puisque c'est un des moments où le titre s'est joué. L'accrochage entre les deux Red Bull en Azerbaïdjan, moment fait extrêmement marquant de la saison qui a relancé un Grand Prix et qui nous a aussi créé une énorme tension entre les deux pilotes. Et enfin, toujours en Azerbaïdjan, Grosjean qui se crash sous safety car et qui argumente qu'on est venu le taper par derrière. Encore une fois, une illustration des errements de Romain. Et le vainqueur est Romain Grosjean, puisque contrairement aux deux autres, cette image fera le tour du monde comme étant la preuve de son incompétence. Et même si on aime beaucoup Romain Grosjean, on a eu quelques frissons dans le dos sur ce moment-là. On a été légèrement gêné pour lui quand même. Ah bah oui, ouais, tout à fait. Un accident sous voiture de sécurité, en plus en tentant de faire chauffer ses pneus, bon, ce n'est pas inédit, c'est déjà arrivé. Mais à chaque fois que ça arrive, bah, c'est terriblement gênant et on ne sait pas où se mettre. Peux-tu nous présenter désormais le crash de l'année? Alors, dans la catégorie crash de l'année, bah, on a été bien servi. Il y a eu des gros crashs cette saison. Heureusement, grâce au halo, personne n'a été blessé. Dans les nominés, nous avons le triple crash en Belgique impliquant Nico Hülkenberg, Charles Leclerc et Fernando Alonso. Vous vous souvenez très bien, Alonso avait fait une cabriole sur le halo de Leclerc. Nous avons également le Hülkenberg, une fois de plus, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, où après un contact avec Romain Grosjean, Hülkenberg part en tonneau. Et enfin, Marcus Ericsson, au Grand Prix d'Italie pendant les essais libres. Son DRS ne veut pas se refermer au premier freinage, et puis Ericsson part dans une série de tonneaux, là aussi, très très impressionnant. Clément, peux-tu nous annoncer le vainqueur? Le vainqueur, c'est Marcus Ericsson, puisqu'on parle quand même du tracé le plus rapide de la saison en termes de vitesse moyenne. Il était là dans la ligne droite la plus rapide de ce tracé. Il était à 350 km/h. Ça a été un moment extrêmement marquant pour tout le monde. On a eu très très peur sur le moment pour Marcus Ericsson qui s'en est extrêmement bien sorti. C'est encore une fois la preuve de la robustesse de ces F1 modernes, on ne le dira jamais assez. Mais on en a l'illustration tous les ans. Et le crash de cette année qui nous l'a encore montré, c'est celui d'Ericsson. Donc on a eu très très peur pour Marcus, mais finalement c'est plus de peur que de mal et ça fera des belles images pour la promotion de la F1.
Passons tout de suite à la controverse de l'année. Donc encore une fois, on va vous expliquer un peu ces controverses puisque il faut les remettre dans leur contexte. La première, c'est l'Oil Gate qui s'est passé entre les membres du Big Three, entre Ferrari, Red Bull et Mercedes, où on accusait Ferrari d'utiliser de l'huile en plus dans son moteur comme carburant pour augmenter sa puissance, en brûlant de l'huile, en ajoutant un débit au carburant. Ça a été un moment un peu compliqué de l'avant-saison qui nous a fait revivre des heures sombres et qui a obligé la FIA à donner un éclaircissement sur le règlement. Peux-tu nous présenter une des autres controverses de l'année ? Tout à fait, tout à fait. En deuxième place, nous avons, enfin, en deuxième place des nominés, bien sûr, nous avons une autre controverse signée Ferrari. Alors celle-ci s'est créée à la rentrée des classes en Belgique, où Ferrari avait installé un nouveau système de refroidissant sur leur boîte à air. Et le problème de ce système, c'est qu'il le bouchait complètement, il obstruait le champ de vision de la TICAM. Vous savez, la TICAM, c'est cette caméra qui est placée au-dessus de la boîte à air et qui permet donc d'avoir des on-board. Et donc du coup, pour le coup, cette TICAM qui est censée être activée à n'importe quel moment et être visible par les officiers de la FIA à n'importe quel moment, que ce soit en piste ou dans les stands, eh ben, elle était obstruée. Et il était impossible de voir ce qu'il y avait sur le volant de cette Ferrari. Et bizarrement, Ferrari aurait installé deux nouveaux boutons sur son volant qui permettraient de jouer un petit peu avec la cartographie moteur, et justement avec ce système de refroidissement il était impossible de voir ce que Ferrari traficotait sur le volant. Donc au final il y a eu beaucoup de spéculations puisqu'on ne savait rien, puisqu'on ne voyait rien, et ce fut assez divertissant, on peut le dire, et c'est tout, c'est à peu près tout. Et la troisième controverse a eu lieu à peu près dans la même période de la saison. Plusieurs pilotes se sont vus rappeler à l'ordre avant le Grand Prix de Belgique par une note de la FIA comme quoi leur fond plat n'était pas réglementaire. Plusieurs écuries se sont fait reprendre à l'ordre et avaient jusqu'au Grand Prix d'Italie pour modifier ça. Donc ils avaient à ce moment-là une quinzaine ou une quinzaine de jours ou 3 semaines. C'était un peu avant le Grand Prix de Belgique. Arrive le Grand Prix d'Italie, tous les pilotes tous les pilotes ont changé ce fond plat, les écuries ont changé les fonds plats illégaux, sauf un irrésistible gaulois, Romain Grosjean, enfin surtout As, qui ne change pas le fond plat du français, qui termine la course dans les points, mais Renault porte une réclamation contre As forcément, puisque la FIA l'a déjà pointé du doigt, et Romain Grosjean se fait disqualifier. Tous les pilotes gagnent une place dans la hiérarchie au final. C'est une belle bourde de As qui s'était pourtant vu avertir de soucis, et donc on peut retrouver grâce à ça Sergei Sirotkin qui marque son seul point en F1, c'est à noter. Peux-tu nous donner le vainqueur de cette catégorie ? Dans cette catégorie, le vainqueur est pour nous, bien sûr, le truc qui sert à cacher la TICAM chez Ferrari. Voilà, au final, c'est peut-être la controverse la plus inoffensive de cette saison, mais elle est tellement Formule 1 qu'on ne pouvait pas justement ne pas la choisir. Voilà, ça nous fait penser immédiatement vous savez, au beau milieu des années 2000, lors des essais, les équipes justement style Ferrari qui cachaient leur fond plat à l'aide de grands panneaux, ou justement à l'aide de moules du fond plat. Donc voilà, un truc assez mystérieux. Est-ce qu'il y a vraiment une astuce? Est-ce qu'il y a rien du tout? Est-ce que c'est la poudre aux yeux? C'est tout ce qu'on aime au final, c'est tout ce qu'on aime. Mais c'est effectivement un moment qui nous rappelle des heures sombres de la F1 et c'est pour ça qu'on l'a nominé. Passons aux deux dernières catégories. Tout d'abord, le plus mauvais Grand Prix, le plus ennuyant. Nous avons nominé le Grand Prix de Hongrie, où il ne s'est quasiment rien passé, à part quelques petits accrochages. Le Grand Prix des Émirats Arabes Unis ou d'Abu Dhabi, selon les dires de chacun, qui, bien évidemment, si on nommait le crash de départ et les adieux d'Alonso, a été une course assez plate. Et le Grand Prix du Canada, où je ne saurais quoi décrire puisqu'il ne s'est rien passé, si ce n'est cette agitation un tour trop tôt
du drapeau à damier par un mannequin dont je n'écorcherai pas le nom, par respect pour elle. Et le vainqueur est bien évidemment le Grand Prix du Canada. Rien eu à dire sur cette course. C'est bien évidemment la course annuelle de la F1 où il ne se passe rien. Ça arrive une fois par an, ça change de circuit. Avant c'était en Hongrie, des fois ça a été au Grand Prix d'Europe. Cette année c'était au Canada. Un Grand Prix très morne, très monotone. Et comme il est arrivé en plus en début de saison, rien de remarquable pour le championnat. Donc on a essayé de les lire. Plus mauvaise course de la F1. Tout à fait, tout à fait. Ça nous fait un petit peu mal au cœur de choisir le Canada, étant donné que ce pays est capable de nous produire des courses fantastiques. Tout à fait. Ce sont des choses qui arrivent en Formule 1, malheureusement. Et passons à la dernière catégorie. Peux-tu nous présenter, s'il te plaît, le plus beau Grand Prix de l'année ? Tout à fait, pour conclure, le plus beau Grand Prix de 2018. Alors déjà, ce fut difficile de n'en garder que 3. Tout à fait. Là, il va falloir en choisir un seul, donc vous n'imaginez pas la difficulté. Les nominés sont le Grand Prix d'Azerbaïdjan, où il s'est passé des choses, d'ailleurs, pendant ces awards, on en a évoqué plusieurs, à savoir l'accident des Red Bull Boys, l'accident de Romain Grosjean également. Le Grand Prix d'Allemagne, pour sa pluie, pour sa sortie de Sébastien Vettel, pour Hamilton qui se qualifie 14e mais qui remporte la course. Et enfin, le Grand Prix de Chine, une fois de plus, pour ses accidents, sa voiture de sécurité qui relance complètement la course et pour ce dépassement somptueux de Daniel Ricciardo sur le leader Valtteri Bottas. Mais comme il ne faut en garder qu'un, bien sûr, le vainqueur dans cette catégorie est l'Allemagne. Le Grand Prix d'Allemagne remporte la catégorie plus beau Grand Prix. Clément, peux-tu nous expliquer pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le moment de la saison où le championnat bascule. C'est une course exceptionnelle qui restera dans l'histoire de la F1, puisque s'il faut garder un moment de la saison 2018, c'est l'image de Sébastien Vettel dans le bac à sable. C'est une course où Lewis Hamilton fait un sans faute en course. C'est un moment où l'on a vu la différence entre les pilotes qui savaient gérer la pression sous la pluie et ceux qui avaient plus de mal. Ça a été un Grand Prix d'hommes, ça a été un Grand Prix de pilotes, ça n'a pas été un Grand Prix de stratégie, d'ordre d'équipe, ça n'a pas été un Grand Prix de technologie. Ça a été un Grand Prix de grands pilotes et ce n'est pas ce n'est pas étonnant de retrouver Lewis Hamilton vainqueur dans cette course. Ça a été passionnant de bout en bout. C'est ça qui est intéressant dans ce Grand Prix. Même lors des premiers tours, lorsque Vettel semblait s'échapper, on avait une bataille qui faisait rage derrière. Voilà, un magnifique Grand Prix et comme on l'a dit, le moment décisif de la saison. Donc on ne pouvait nominer que celui-ci. C'est joliment dit, Clément. Voilà, ces awards de 2018 sont d'ores et déjà terminés. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous retrouve très très vite pour un petit bilan des essais hivernaux de 2019. N'est-ce pas, Clément ? Tout à fait, mais restez avec nous, puisque d'ici là, il y aura peut-être d'autres catégories, peut-être d'autres podcasts sur la saison 2018, on ne sait pas. Mais bien évidemment, on a hâte d'être à 2019 aux présentations de F1 et aux essais hivernaux, comme tu le dis. Ça va être déjà un moment important de la saison, on le sait. C'est le moment où il faut être, déjà. Tout à fait, entièrement d'accord avec toi. C'est le moment le plus excitant de la saison, justement, quand ça n'a pas encore commencé. Exactement. Mon cher Aurélien, je te dis à la prochaine. Et d'ici là, porte-toi bien. Et toi de même. Au revoir. Salut.